C'est la vie qui chante. Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo des 10 commandements du potager permanent qui s'intitule En conséquence, tu nourriras. Pardon pour le vent, ça va pas durer longtemps. Alors, en conséquence, tu nourriras. Eh bien, on va donc parler de fertilisation. C'est-à-dire, on va s'occuper de rendre notre sol plus fertile et plus riche en nutriments pour nos légumes. Voilà, et du coup pour nous aussi. Hein. Donc voilà, si je vous ai emmené ici, c'est que moi c'est un peu ma matière première pour fertiliser le sol, si vous voulez. Alors parce que, donc les vaches, hein, bien sûr, nos amis les bêtes. Donc on va nourrir le sol en fonction du type de sol qu'on a, en fonction aussi des apports qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'il va falloir qu'on en produise? Est-ce qu'il va falloir qu'on voit chez le fermier? Donc il y a plein d'indices qui vont nous montrer avec quoi et comment fertiliser. Et en fait, on nourrit, d'accord, c'est bien beau, mais on nourrit quoi, rappelez-vous, hein, on est toujours sur le principe de la forêt. On nourrit l'activité biologique du sol. Hein. On ne nourrit pas les plantes. Si on commence à nourrir les plantes, eh ben, ça fait comme chez les humains. Eh ben, ça finit en McDo, quoi. Je veux dire, si on commence à leur apporter des engrais, parce que c'est un engrais, c'est ni plus ni moins qu'un McDo pour les plantes. Donc nous, on cherche à nourrir le sol. Et la première source d'activité biologique qu'on puisse trouver à la campagne, eh bien, vous voyez, c'est la bouse de vache, le fumier. Voilà. Bon, allez, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors du coup, pour savoir comment tu vas fertiliser ton sol et de quelle manière il va falloir t'y prendre, eh bien, il va falloir commencer par la première chose, c'est déjà faire un diagnostic de ton sol. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut aller faire des analyses de sol, soit dans les jardineries, elles sont moyennes, soit dans les laboratoires plus poussés, après ça a vraiment un coût. Après avoir les études, c'est intéressant, encore faut-il savoir les interpréter. Hein. Personnellement, c'est pas toujours évident. Quand on me donne le taux de magnésium d'un sol, quoi en déduire, c'est pas toujours évident. Hein. Donc après, il faut demander des conseils aux gens qui font les labos, même s'ils sont pas toujours évidents à trouver. Et il y a aussi des méthodes d'autodiagnostic des sols. Alors déjà, je vous invite encore une fois à vous pencher sur l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, qui vous en diront beaucoup déjà sur votre sol. Comme je vous montrais les ajoncs, c'est indication d'eau. Si vous y trouvez par exemple de la vesse, qui est une légumineuse, eh bien, ça veut dire que votre sol, il y a des chances qu'il y ait de l'azote dedans. Si vous voyez du pissenlit ou du bouton d'or, ça veut dire que votre sol est normalement très compacté. Souvent, c'est dans les prairies, c'est justement les vaches qui sont passées et qui ont tassé. Voilà, en sachant que le pissenlit, vous en trouverez jamais dans un potager, quoi. La terre est trop meuble, il n'est pas à l'aise. Il n'y pousse pas. Et alors, ben, ça va dépendre encore une fois, hein, comme pour l'eau, ça va dépendre aussi finalement de ton type de sol, quoi. Donc, encore une fois, si c'est un sol sablonneux, il va vite se lessiver. Si c'est un sol argileux, les argiles stockent la matière organique. Enfin voilà, vous voyez, il faut essayer de prendre tout ça en compte. Alors la première chose à essayer de voir, c'est le pH du sol. On ne veut pas un sol trop neutre et on ne veut pas un sol trop acide. Dans un sol trop acide, l'activité biologique, ça fonctionne moyen, etc. Donc comme nous, on veut préserver l'activité biologique en lui donnant de la matière organique à consommer, eh bien, il faut qu'on fasse attention à ça, quoi. Pour ça, il existe un test tout simple avec l'acide chlorhydrique, euh, voilà, qui permet de détecter en fait le taux de calcaire dans le sol.
Et ben ça, je vous montrerai dans une autre vidéo à part comment je fais, parce que de toute façon, il faut que je le fasse pour mon jardin. Puis il y a un autre test dont je vais vous parler tout de suite, qui est celui de l'activité biologique. Déjà, pour savoir où on en est dans l'activité biologique, il y a des sols qui ont déjà une grande activité biologique et d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc ça va dépendre aussi beaucoup de ça. Ce test-là, c'est l'eau oxygénée. Et on arrive à détecter la présence d'activité biologique plus ou moins intense. Et en fonction de ces paramètres-là, ces deux premiers paramètres, on va pouvoir en déduire déjà beaucoup de choses sur les amendements qu'on doit apporter. Donc l'objectif de notre fertilisation, ça va être d'essayer de trouver un équilibre entre l'activité biologique, la matière organique qui est la nourriture, et le pH du sol avec le calcaire. Par exemple, si je vous parle d'un vieux compost, par exemple, là je vais amener beaucoup de matière organique, mais très peu d'activité biologique. Pourquoi? Parce que l'activité biologique, elle aura déjà fait son travail. Dans le vieux compost, elle a déjà décomposé. Pour elle, il n'y a plus grand chose à manger. Maintenant, ça doit être minéralisé par le sol et par d'autres éléments, quoi. Donc ça pose un problème parce que vous voyez que si j'arrive dans un sol où j'ai peu d'activité biologique, eh bien, je vais saturer mon sol en matière organique. Et mon sol va se mettre à vieillir prématurément. Inversement, si je mets un compost jeune, ou l'idéal ce sera un fumier jeune, là je vais apporter essentiellement de l'activité biologique, vous voyez, parce que je vais apporter certes de la matière organique, mais le fumier est encore vivant. Et donc la matière organique va très vite se décomposer. Donc il va falloir trouver un ratio. Et ça, c'est l'expérience, l'observation et les analyses de sol, quoi. Voilà, donc les diagnostics, les autodiagnostics, je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Tout simplement parce que l'activité biologique du sol, je ne peux pas encore la mesurer, vu qu'à partir de 8 degrés de température du sol, hein, pas de température extérieure, quand le sol descend en dessous de 8 degrés, en fait, l'activité biologique s'arrête. Ou alors se met vraiment au ralenti. Alors c'est compliqué à mesurer. Mais du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des saisons pour lesquelles on apporte le fumier ou le compost. Vous comprenez que si on apporte du fumier à l'automne, le sol va refroidir, l'activité biologique va s'éteindre, et du coup, il va vous rester plus que la matière organique. Si votre objectif c'était d'amener de l'activité biologique, c'est pas forcément très intéressant, vous voyez. A l'inverse, au printemps, si vous amenez de l'activité biologique, alors là, vous aiderez la vie à démarrer et à prendre de l'avance sur la saison, quoi. Il y a les saisons pour répandre le fumier, donc ce que je vous disais. Mais il y a aussi un principe à respecter, c'est que, comme on dit, la bonne terre, elle n'est pas dans le fond. Hein, on n'a jamais vu une vache enterrer sa bouse, n'est-ce pas? Alors c'est comme en forêt, la feuille tombe, elle est décomposée tout de suite, personne ne vient l'enfouir. Le fumier, c'est pareil. Juste, on va finalement juste l'incorporer. Parce que l'activité biologique, l'humus se crée au-dessus, hein, pas en dessous, jamais. Et du coup, si on l'enterre, on va avoir des problèmes parce que l'activité biologique ne va pas réussir à tout décomposer. Donc on va encore une fois saturer nos sols en matière organique. Alors bon, saturer les sols en matière organique, bon ok, ça retient l'eau. Mais ça va pas produire longtemps. Et surtout, ça va pousser très lentement. Pour être encore plus patient. À propos des fumiers, il y a plusieurs types de fumier, hein. Il y a le fumier de vache, qui est assez facilement disponible. Alors bon, c'est toujours pareil, hein, je vous conseille de le prendre quand même en bio, hein, c'est quand même mieux pour l'activité biologique, vous comprenez, hein, si les vaches traitées aux antibiotiques, c'est pas ce qu'on recherche. Et à propos donc des antibiotiques dans la bouse de vache, je voulais revenir un peu aussi sur l'utilisation des matières humaines, quoi. Les toilettes sèches. Alors on entend souvent que oui, mais nous on prend trop d'antibiotiques et puis la pilule pour les femmes. Finalement, non, faut pas exagérer, hein, je veux dire, avant de
Avant de contaminer votre potager, avant de tuer toute l'activité biologique de votre potager avec vos résidus de toilettes sèches, il va falloir être une famille très nombreuse, je pense. Donc alors par contre, nous ce qu'on fait, c'est qu'on les composte quand même au minimum 1 an, voire 2 avant, que ce soit lessivé. Et du coup après, soit on l'utilise comme apport en matière organique, soit on la réintègre après dans un compost. Et ça, vous comprendrez le processus après, quand on parlera du recyclage et du compostage. Donc le fumier de vache est très intéressant. Il a un inconvénient, c'est que la vache ne digère pas les graines. Donc souvent avec le fumier de vache, on ramène aussi de la graine de mauvaise herbe, s'il en est, de la graine de mauvaise herbe dans nos jardins. Chose que ne fait pas le fumier de cheval, par exemple. Le cheval est le seul à digérer la graine. Donc en ça, c'est vraiment intéressant le fumier de cheval. Après, il est plus dur à trouver. Et puis, je pourrais vous parler aussi du guano, par exemple, les fientes d'oiseaux et surtout les résidus du poulailler, en fait, tout simplement, qui eux sont un engrais, sont un fumier très riche en azote, qu'on utilise beaucoup au printemps. On appelle ça un fumier coup de fouet. C'est très riche en azote, ce qui favorise le démarrage et la croissance des plantes. Voilà, puis après on a le compost qui est essentiellement quand même de l'apport de matière organique et de la rétention d'eau bien sûr, mais essentiellement de la matière organique parce que il existe des procédés pour faire des composts assez rapides en 2-3 mois dans lesquels il reste pas mal d'activité biologique. Mais souvent, finalement, on finit par saturer nos sols. Alors bon, faut trouver l'équilibre entre fumier et compost. Et puis ensuite, il va falloir prendre en compte les besoins vitaux des légumes. Je vous laisse quand même pas mal potasser dans les bouquins. Il y a vraiment toute la littérature là-dessus. Après, il y a quand même des principes assez simples. Vous comprenez qu'un légume racine n'aura pas les mêmes besoins qu'un légume feuille, ou qu'un légume fruit, ou qu'un légume fleur. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle NPK, azote, potassium, phosphore, dont les plantes ont vraiment un besoin essentiel. Alors l'azote va servir à la croissance. C'est pour ça que je vous parlais donc du fumier de poule. Le fumier de mouton d'ailleurs marche aussi pas mal. Surtout les légumes feuilles en fait. Essentiellement, toutes en ont besoin de l'azote, mais les légumes feuilles vont vraiment en avoir besoin parce que l'azote, c'est ce qui fait le verre, c'est ce qui fait la feuille. Donc on va le trouver dans le fumier de poule, mais on va aussi le trouver beaucoup dans les engrais verts à base de légumineuses, parce que les légumineuses, comme les haricots, les fèves, les petits pois, sont capables de produire de l'azote en fait dans le sol par symbiose avec le sol. Donc ça, c'est toujours intéressant dans les associations de culture, dans les engrais verts et dans les associations de culture. Par exemple, planter des épinards au pied des haricots, c'est toujours une bonne idée. Le haricot va amener de l'azote à l'épinard et l'aider à pousser. Et en plus, le haricot étant plus haut, il va faire de l'ombre à l'épinard, ce qui lui permettra de ne pas monter trop vite à fleurs, puis à graines. L'azote, on en trouve aussi, bien sûr, énormément dans le fumier. Alors, c'est là où il faut faire attention quand même, parce que l'azote se transforme en nitrate. Et après, vous avez déjà entendu parler des problèmes en Bretagne. Il faut faire attention parce que trop d'azote, c'est vraiment pas bon pour le sol. Ça brûle les sols et ça vient polluer les nappes phréatiques d'eau. Donc, quand même, il faut rester modéré, quoi. Donc ça, c'était le N, l'azote. Et puis on a PK, potassium, phosphore. Eux, ils sont présents naturellement dans le sol. Le potassium, c'est pour le système racinaire. Lui, il est présent naturellement dans le sol, mais très en profondeur. Et donc, à part l'acheter synthétisé, ou ça existe aussi en bio. Mais sinon, on a une plante magique qui s'appelle la consoude, qui sert énormément en cosmétique et au jardin, en soins des plantes. Mais dans ce cas précis, il se trouve que la consoude est la seule à remonter la potasse et à la stocker dans ses feuilles. Donc c'est là où ça devient très intéressant d'en faire des purins
pour pouvoir faire des ajouts de potasse dans notre sol. Il y a aussi la cendre aussi, hein, mais bon, elle n'est pas assimilable de suite, quoi. Et puis on a le phosphore qui lui sert pour la fructification et la croissance, avec l'azote aussi. Voilà, et puis après on a bien sûr, hein, comme nous, hein, il y a tous les minéraux, les sels minéraux, le zinc, le bore, le magnésium, le calcium. Voilà, ce sont des êtres vivants riches et complexes comme nous. Ils ont besoin de tout et donc nous sommes chargés de veiller à leur bonne nutrition, pour leur bonne croissance, afin qu'elles nous transmettent tout ça et ainsi nous porter mieux. Et tous ces apports en minéraux vont être facilités par justement toute la confection de purins, d'orties, de consoude, etc. Et puis après, par exemple pour le calcaire, souvent en jardinerie, ils vont vous proposer des choses à base d'algues. Alors moi, ça me pose un problème parce que y a des gens qui vont racler les fonds des océans pour ça. Et alors que en fait, ces algues-là, on les a, c'est la même chose. On a notre calcaire de carrière en fait, hein. Anciennement, c'était des algues. Donc finalement, c'est plus intéressant d'aller dans une carrière chercher une remorque de calcaire grossier, dit grossier, mais en fait c'est quand même assez fin. Ça coûte 3 fois rien et puis ça évite, vu qu'on est en train d'attaquer les carrières, ça évite d'attaquer le fond de la mer en plus, quoi. Après, toutes ces histoires de purin et de décoction, de macération, bon, tout ça je vous expliquerai plus tard encore dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça, au traitement préventif de nos chers légumes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé, vous aura mis la puce à l'oreille sur le fait que nourrir son sol, il ne s'agit pas d'aller uniquement mettre du compost ou du fumier comme ça sans réfléchir, sans pourquoi on le fait. C'est un peu comme pour tout. Je vous invite à bien potasser ce que je vous disais par rapport au principe de minéralisation et d'humification, hein, parce que tout ça c'est lié, hein, c'est ce processus d'échange entre les couches de sol qui vont transformer la matière organique en nutriments disponibles par les plantes, tout ça grâce à l'activité biologique. Donc renseignez-vous bien là-dessus et vous y verrez plus clair. Voilà, et bien écoutez, donc j'espère que ça vous aura plu, intéressé, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, hein. Et donc le prochain commandement sera la création, tu protégeras. Où là, on va parler donc du coup des semences, de la production de semences, du maintien des variétés, des sélections des variétés. Voilà. Donc on se retrouve bientôt. Et puis, tiens allez, c'est la vie qui chante. Bye.